Bonsoir et bienvenue. On commence avec ce drame à la Médina. Un pont de la dalle d'un immeuble s'est effondré. Criminalité transfrontalière, le trafic illicite gagne de plus en plus du terrain dans la sous-région ouest africaine, plus précisément dans la zone des trois frontières entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Pour comprendre le phénomène, un forum a réuni à Ziguinchor plusieurs acteurs du secteur de la sécurité. Il ressort de cette rencontre des pistes de réflexion pour trouver des solutions à ce phénomène. Voici quelques réactions. Plus de 70 personnes dans cette rencontre, 10 personnes venant de la Gambie, 10 personnes venant de la Guinée-Bissau et d'autres pays du sud du Sénégal. Et notre but, c'est vraiment de réunir tous ces acteurs pour trouver des pistes et des solutions pour trouver une solution sur le phénomène de criminalité transfrontalière. Comme vous le savez mieux que moi, il y a des trafics illégaux qui se tient entre ces trois pays. Il y a le trafic de drogue, il y a le trafic illégal de bois. Et nous sommes là avec la société civile, les acteurs étatiques, les forces de défense et de sécurité pour trouver des solutions pratiques pour résoudre ces défis-là. Vu la situation actuellement au Sahel, vu la situation de la Casamance, vu sa position en Sénégambie méridionale, beaucoup d'acteurs travaillent effectivement pour lutter, n'est-ce pas, sur la criminalité transfrontalière. Il y a la drogue, il y a les armes qui circulent, il y a le vol de bétail, beaucoup de problèmes. Et nous avons pensé que tous ces acteurs ici réunis vont essayer de faire l'état des lieux pour voir en fait, il y a des dynamiques. L'État a fait des efforts, la société civile n'est pas restée en rade, la communauté aussi est en train de travailler. Et dans ce cadre que nous avons dit, en faisant l'état des lieux, nous verrons effectivement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous comptons effectivement faire dans les prochaines étapes. Repenser la laïcité en Afrique, c'est le thème d'un colloque international initié par l'Association nationale des sciences et techniques du Sénégal en collaboration avec le département de philosophie de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pendant 3 jours, il s'agira de s'interroger sur le concept, son évolution et les dangers qu'il engendre en Afrique. Plusieurs recommandations sont attendues au sortir de ce conclave qui regroupe plusieurs acteurs nationaux et internationaux. Suivant les explications du président de la NSTS au micro de Cheikh Oumar Tall. Mais l'objet de cet atelier qui est un espace ouvert d'échange et de partage de connaissances, je pense nous permettront de repréciser ce que signifie la laïcité dans le contexte dans lequel on vit, quels sont ses atouts et quels sont les dangers éventuels, je dis bien éventuels parce qu'on ne peut pas anticiper, auxquels elles pourront être confrontées. Mais je pense que le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur a réellement bien campé le contexte dans lequel ce concept a été construit, enfin, a évolué, a été construit dans les différentes constitutions que nous avons eues et qui nous ont permis de vivre de façon tout à fait utile et paisible entre toutes les communautés qui sont concernées. On espère qu'on aura des recommandations et des conclusions qui pourront être d'utilité pour à la fois le pouvoir politique, les autorités administratives et bien sûr pour toutes les composantes de la société.
Les recommandations issues de ce colloque international sont d'autant plus importantes pour la sécurité intérieure que le discours religieux tend de plus en plus au Sénégal vers l'exclusion et l'intégrisme. Pourtant, la situation sécuritaire dans le Sahel doit inspirer les communautés scientifiques sur les dangers de la radicalisation et le Sénégal est pris comme exemple en matière de laïcité tant en Afrique que dans le monde, selon le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Cheikh Sadibou Diop est toujours au micro de Cheikh Oumar Tall. Organiser les relations entre l'État et les différents acteurs religieux. Le concept de laïcité va être revisité à l'aune du nouveau contexte sécuritaire. Et tout le monde sait que le discours qui accompagne surtout la mise en œuvre de ce vécu ou bien de ces activités religieuses intéresse au plus haut point l'État du Sénégal, le ministère. D'autant plus que notre histoire a forgé ce vécu-là, que nous avons certes hérité de l'extérieur, mais que ce concept de laïcité nous a permis de sauvegarder la paix civile, de renforcer la cohésion entre les différentes communautés et d'assurer une certaine relation de collaboration entre acteurs religieux et acteurs étatiques. Nous espérons donc à l'issue de ces ateliers avoir quelques recommandations, de ce creuset de savoir, de cette entité qui regroupe des sommités universitaires, ces experts compétents dans tous les domaines du savoir pour mieux éclairer l'action de l'État concernant les relations avec les acteurs religieux et pour mieux fonder notre modèle de laïcité au Sénégal. Difficile de les appliquer, je vous l'avais dit dans les titres. La réduction des prix des denrées de première nécessité n'emballe pas du tout les commerçants sénégalais. La campagne de contrôle d'application des prix arrêtée par le gouvernement a donné suite à la saisie de plusieurs tonnes de produits de sucre de rue et d'autres produits alimentaires pour refus de se conformer aux nouveaux prix. C'est pourquoi au marché de Gueule-Tapée, plusieurs commerçants ont dénoncé l'attitude de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. C'est un reportage signé Mariam Tine. Au marché Gueule-Tapée, pour ne pas vendre à perte, ces commerçants demandent plus de dérogations afin d'écouler leurs produits stockés. Parfois, quand vous venez le matin, les clients nous demandent de diminuer les prix parce que le gouvernement en a décidé ainsi. Mais je pense qu'on ne doit pas procéder de cette manière-là. On ne peut pas nous imposer des prix. Il fallait engager des négociations. Mais moi, je condamne les gros commerçants, surtout les gens d'Inakwa, parce que je pense qu'ils n'aident pas trop les commerçants. L'Unakwa de Damdiaye fonctionnait normalement, mais cette Unakwa-là, je pense qu'ils sont là juste pour de l'argent. Des prix fixés par l'État, difficiles à respecter selon ce commerçant. Vous savez, la manière dont on acquit des produits tels que le riz, par exemple, coûte très cher. Surtout l'huile aussi, ça coûte très cher. La bouteille, nous la vendons à 7 850. Aujourd'hui, les clients proposent 7 500. C'est impossible, nous ne pouvons pas vendre. Idem pour le riz parce qu'aujourd'hui, on l'achète à 22 250. On le vend à 22 500, 22 750. 22 750. Malgré ces efforts consentis par le gouvernement, ces citoyens rencontrés trouvent ces baisses insignifiantes. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont diminué des sommes comme 25 francs, 50 francs sur les produits des denrées, mais je pense que ça, ce n'est pas une baisse. Moi, je pense que la baisse aurait pu être beaucoup plus forte parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Alors, moi, je pense que si ceux-là qui vendent en gros ne diminuent pas, est-ce que les détaillants ne pourront diminuer? Moi, je ne pense pas. Mais ça dépend de finngay. Entré en vigueur ce week-end dernier, le décret visant la baisse des prix des denrées alimentaires a fait l'objet d'un débat dans l'espace public. C'est dur pour nous, certes, mais ce sera plus dur pour les consommateurs.
Nous parlons à présent avec ces difficultés. Les acteurs de la filière indexent les bateaux étrangers en conclave pour essayer de trouver des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent. Ils ont appelé l'État du Sénégal à arrêter l'octroi des licences de pêche allouées aux étrangers. C'est pourquoi le président de l'APRAPAM a aussi appelé à Macky Sall à dédier des zones exclusivement réservées à la pêche artisanale au Sénégal. Gaoussou Gueye porte leur voix. Nous l'écoutons. Souligner 5 points qui sont les points les plus importants et qui consistent à assister à la pêche artisanale, à savoir comment faire pour faciliter à nos pêcheurs l'accès aux poissons les plus rares et les plus chers. Autre chose, c'est de trouver une place uniquement réservée pour ces pêcheurs, parce qu'on a vu qu'il y a d'autres secteurs qui viennent leur concurrencer, surtout avec l'avènement du pétrole. Vous savez, les pays qui détiennent le pétrole et du gaz, c'est des pays qui ont de la force, et en général, ce sont ces pays qui viennent nous concurrencer. Donc face à cette situation, il faut mettre en place des stratégies afin de mettre nos pêcheurs dans des meilleures conditions. Aujourd'hui, vous avez vu les conditions de travail de nos femmes. C'est vraiment des conditions extrêmement difficiles. Et pourtant, le Sénégal avait rectifié la Convention 88 pour mieux améliorer la condition de la pêche artisanale du Sénégal. Généralement, j'ai l'habitude de dire que quand l'État construit des sites de transformation ou des quais de débarquement, les populations pensent que c'est une grande chose pour eux. Oui, c'est vrai, mais vous savez, tout ce que l'État fait, c'est son devoir, c'est une obligation pour le gouvernement d'assister les pêcheurs et tout ce qui évolue dans le domaine de la pêche. On doit les mettre dans les meilleures conditions de travail. Comme vous le savez, la pêche est une activité très importante, surtout dans l'économie du pays. Ça fait partie aussi de ce qui amène une stabilité dans le pays. Alors maintenant, c'est très important d'y pencher afin d'y apporter des réponses pour mieux préparer le futur et l'avenir de la pêche artisanale au Sénégal. Nous restons toujours dans ce chapitre pêche artisanale au Sénégal où l'exploitation du pétrole et du gaz est considérée comme un facteur principal du blocage des activités de ce secteur. Selon plusieurs acteurs, l'exploitation de ces ressources serait à l'origine de la rareté du poisson et à cela s'ajoute la grève dans le secteur primaire, que ce soit au Sénégal comme en Europe. Résultat, le secteur de la pêche vit des heures difficiles, comme le signale ce pêcheur rencontré à la plage de Soumbédioune. Ces propos sont recueillis par Mariam Tine. Bon, nous, en tant que marailleurs, nous on achète et on revend des poissons. Nos pêcheurs ont commencé à avoir des problèmes parce que les zones où ils avaient l'habitude de pêcher, on leur a interdit ces zones. C'est-à-dire là où on dit qu'il y a du pétrole. Donc ils n'ont plus accès là-bas. Et dans une zone où il y a du pétrole, les poissons vont quitter cette zone pour aller dans une autre zone parce que les poissons ne peuvent pas vivre avec du pétrole ou bien avec un mélange d'autres produits. Cela va tuer les poissons. Si nos exportateurs commencent à envoyer nos poissons vers l'Europe, alors ceux qui leur fournissaient des papiers qui doivent accompagner les poissons pour l'Europe, s'ils ne parviennent plus à faire cela parce qu'il y a des raisons. Ils travaillent pour l'État et l'État n'a pas respecté ses engagements. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de ne plus travailler. Et nous, en tant que marailleurs, nous souhaitons que travailler. Les spectateurs qui transportent vers les pays européens aussi travaillent. Et nous aussi, les commerçants, ainsi que les marailleurs. Parce que c'est ça qui fait l'équilibre du marché. Cette grève ne nous arrange pas. Parce que si une partie travaille et que l'autre reste, cela va créer un déséquilibre et aussi un inconvénient dans le pays. Parce que Société à présent au Sénégal, les albinos vivent en calvaire au quotidien avec l'effet des rayons UV sur leur peau et leur vision. C'est pourquoi à Rufisque, des crèmes solaires et des lunettes ont été offertes aux jeunes enfants touchés par ce handicap. L'initiative est de la Fédération des associations des handicapés du Sénégal. Sur place, nous retrouvons Tourarafal Mbaïnian, reportage. Pour rehausser notre présence donc, de cette manifestation de haute facture qui consiste vraiment à offrir gratuitement des crèmes solaires aux albinos qui, on le rappelle, lors du dernier recensement de la population sénégalaise n'étaient pas prises en compte. C'est pourquoi aujourd'hui nous posons le problème des statistiques sur les handicapés au Sénégal. Quand l'État nous dit qu'on est 7,5%, nous continuons à réclamer
que nous sommes 15% en conformité avec les statistiques de l'OMS. Ce médecin vante les bienfaits de la crème de soleil pour la communauté des albinos. Il représente le médecin-chef du district de Rufisque. L'importance de l'utilisation de la crème est surtout liée à l'effet du soleil, pratiquement sur leur peau. Parce que ce qu'on a constaté est qu'ils ont une peau un peu fragile qui nécessite quand même une protection particulière. Et cette protection-là ne peut être assurée que par l'utilisation de cette crème-là. Regroupée autour de plusieurs associations, la Fédération des handicapés du Sénégal demande aux autorités une meilleure considération dans la prise en charge des personnes vulnérables ou à mobilité réduite au Sénégal. L'albinisme, une forme d'handicap qui a aussi ses conséquences sur le secteur éducatif. L'absence de crème solaire cause la déperdition scolaire de plusieurs enfants touchés par cette anomalie. Le plus souvent, ils sont aussi atteints de myopie. Des témoignages forts livrés par un enfant albinos à notre correspondant à Rufisque, Mbaïgnan, qui appelle aussi l'État du Sénégal à rendre accessible la crème scolaire, justement. Suivons ses propos. Les crèmes sont vraiment très chères et très difficiles à obtenir. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour vous aider? Il me faut aussi des lunettes parce qu'on n'a pas seulement un problème de mélanine, mais aussi de myopie. Les crèmes sont très chères. En ce moment, pour trouver des lunettes spéciales, ça coûte au moins 100 000 francs. Ce qui est franchement très difficile à accessible pour nous. L'État devait nous subventionner, nous aider et nous assister à l'école comme on dort. Merci. Sport, le Sénégal, nous parlons justement handball. Le Sénégal perd devant le Cameroun mais affronte en quart de finale l'Égypte pour une place en demi-finale. Nous parlerons aussi de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le deuxième galop d'entraînement des Lions du Sénégal au complet désormais malgré l'absence de Sadio Mané toujours en convalescence à Munich, n'est-ce pas Lyon Sek? Pour CAN Handball Dakar Arena 2022, le Sénégal chute devant le Cameroun 28 contre 27 ce lundi à Dakar Arena. Les Lions n'ont pas su enchaîner après 2 succès de rang en phase de poule. Les Lions déjà qualifiés terminent deuxième de leur groupe en quart de finale. Les joueuses de Yassine Massaoudi vont défier l'Égypte pour une place en demi-finale. Losées au départ dans le groupe B, les Égyptiennes ont enregistré 3 victoires et une défaite face au Congo. Sénégal contre Égypte est prévu mercredi soir à Dakar Arena de Diamniadio. Coupe du Monde Qatar 2022 après la première séance d'hier sur la pelouse de l'Al Duhail Handball Arena de Doha. Deuxième galop des Lions ce soir à l'UCC et ses hommes continuent de bonifier leur stratégie pour une bonne entrée en lice lundi face aux Pays-Bas. Le galop d'entraînement d'hier était ouvert au public pendant 15 minutes. Celui du jour était à huis clos. Les absents Crépin Diatta, Bamba Dieng, Pape Gueye, Ismaël Jacob, Pape Abdou Cissé, Fodé Ballo-Touré vont compléter le groupe des 19 Lions actuellement dans la tanière. Toujours en Allemagne où il reçoit des soins, l'attaquant des Lions Sadio Mané va subir un test IRM pour décider sa participation. On sera fixé ce dimanche le jour retenu pour les nouveaux tests de Sadio Mané qui coïncide aussi avec le coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde. Et c'est tout pour la page sportive. C'était la page sportive avec Alioune Seck qui mène d'ailleurs fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi, madame, monsieur. À demain, à la même heure sur la chaîne des valeurs.